Le courriel est arrivé un mardi matin de mars, niché entre des pourriels sur les garanties prolongées de voitures et une notification via Déo que j'ignorerais pendant 3 semaines. Mais celui-ci m'a fait m'arrêter en pleine gorgée de mon café, la tasse en céramique suspendue à quelques centimètres de mes lèvres alors que je lisais l'objet du message 2 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas. Félicitations, lauréat du prix d'excellence pour jeunes chercheurs. Je l'ai ouvert avec des doigts tremblants, mon cœur martelant mes côtes comme s'il essayait de s'échapper complètement de ma poitrine. Le logo du Centre national de la recherche scientifique brillait en haut du courriel. Officiel et incroyablement réel. 47 500 €. Une subvention de recherche qui financerait mon projet de biochimie pour les 2 prochaines années. Une reconnaissance qui ouvrirait des portes que je n'avais fait que rêver de franchir. J'ai immédiatement appelé mes parents, ma voix se brisant comme si j'avais de nouveau 16 ans et que je leur annonçais que j'avais été sélectionné dans l'équipe de soccer. Maman, j'ai gagné. J'ai vraiment gagné le prix du jeune chercheur du CNRS. Il y eut une pause, du genre qui s'étire assez longtemps pour vous faire vous demander si l'appel a été coupé. Puis, oh, c'est merveilleux, chérie. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie 47 500 € pour ma recherche. Ça signifie que je suis reconnu nationalement pour mon travail sur la modification des enzymes. Ça signifie. C'est super, Léo. Vraiment. Ton père est dans le garage, mais je vais lui dire. Oh, en parlant de prix, as-tu vu l'Instagram de Chloé? Elle a été promue organisatrice d'événements seniors. 3e promotion cette année. Le poids familier s'est installé dans mon estomac, lourd et froid comme si j'avalais une pierre. 28 ans, et j'avais toujours l'impression d'être en compétition pour attirer l'attention à table, levant la main désespérément pendant que le professeur regardait à travers moi. La cérémonie était prévue pour le 15 avril au Palais des Congrès de Paris. 6 mois pour me préparer, pour savourer l'anticipation, pour imaginer les visages de ma famille quand je traverserais cette scène. J'ai envoyé les détails à tout le monde immédiatement, mes parents, Chloé, même mon cousin Marc, qui vivait à Bordeaux mais pourrait faire le voyage. Réserver la date? Ai-je texté, ajoutant 3 points d'exclamation comme si l'enthousiasme pouvait combler le fossé qui semblait toujours exister entre mes réussites et leur intérêt. Mais 2 semaines avant la cérémonie, Chloé a appelé avec une nouvelle qui allait tout chambouler. Léo. Oh mon Dieu, tu ne croiras jamais ce qui est arrivé. Sa voix était aiguë d'excitation, le même ton qu'elle utilisait depuis notre enfance quand elle obtenait le rôle principal dans la pièce de l'école ou gagnait le concours de sciences avec un volcan qui était surtout l'œuvre de maman. Antoine m'a demandé en mariage. Tu peux le croire? Il m'a emmené dans ce petit restaurant italien du centre-ville. Il s'est mis à genoux juste devant tout le monde. La bague est magnifique. 2 carats, parfaitement taillés. Il a dit qu'elle coûtait 17 000 €, mais honnêtement, j'aurais dit oui même si elle venait d'une pochette surprise. Je me suis senti sourire malgré la pincée familière d'être éclipsé. C'est incroyable, Chlo. Félicitations. Antoine est un type bien. Je sais, pas vrai? On pense à un mariage en automne, peut-être en octobre. Rien de trop fou, juste la famille et les amis proches. Oh, et on organise un dîner de fiançailles vendredi prochain pour célébrer avec tout le monde. Maman et papa sont tellement excités qu'ils sautent de joie. Vendredi 15 avril. Le même soir que ma cérémonie de remise de prix. Chloé, dis-je prudemment, mon estomac sachant déjà où cela menait. C'est le même soir que ma cérémonie de remise de prix du CNRS, celle dont j'ai parlé à tout le monde il y a 6 mois. Oh. Une pause. Oh, non. Vraiment? Tu es sûr que tu ne peux pas reporter? Reporter? Comme si c'était moi qui organisais un dîner décontracté au lieu de recevoir un prix national de recherche planifié depuis plus d'1 an. Ce n'est pas mon événement, Chlo. Je reçois le prix. Le Centre national de la recherche scientifique ne reporte pas ses cérémonies parce que quelqu'un organise un dîner. D'accord. Bien sûr. C'est juste que nous avons déjà réservé le restaurant. 50 personnes viennent. Les parents d'Antoine sont venus de Lyon exprès pour ça. Sa mère planifie ça depuis des semaines. Le silence s'est étiré entre nous, rempli du poids d'une décision qui n'aurait pas dû être difficile, mais qu'il était toujours dans notre famille. Je savais comment cela se terminerait avant même le prochain appel téléphonique. Papa a appelé 1 heure plus tard. Léo, mon fils, il faut qu'on parle de vendredi soir. Le soir de ma cérémonie de remise de prix.
C'est ça. Écoute, on est un peu dans une situation délicate. Le dîner de fiançailles de Chloé est le même soir et on s'est déjà engagé à y être. Toute la famille d'Antoine vient. On ne peut pas simplement les laisser tomber maintenant. J'étais assis dans mon laboratoire, entouré d'équipements valant plus que les voitures de la plupart des gens, tenant une conversation téléphonique qui me donnait l'impression d'avoir à nouveau 8 ans, suppliant mes parents de venir à ma compétition de robotique au lieu du récital de danse de Chloé. Papa, c'est un prix national. 47 500 €. C'est le moment le plus important de ma carrière jusqu'à présent. Je sais, et nous sommes fiers de toi, mais les prix, ça arrive tout le temps. Chloé ne se fiance qu'une seule fois. Enfin, espérons-le. Il a ri de sa propre blague. Tu ne peux pas simplement l'accepter et fêter ça avec nous plus tard? On pourrait peut-être t'emmener dîner le week-end suivant. Les prix, ça arrive tout le temps. Les mots résonnaient dans ma tête, rebondissant comme une bille de flipper, heurtant chaque souvenir douloureux que j'avais essayé d'oublier. À 16 ans, mon équipe de robotique a remporté le championnat national. J'étais le programmeur principal, je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin pendant des semaines pour perfectionner le code. La cérémonie avait lieu le même soir que le récital de danse de printemps de Chloé. Léo comprendra, a dit maman. Il a toujours été si mature à ce sujet. Je me suis assis dans le public avec les parents de mon équipe, regardant d'autres enfants serrer leur famille dans leurs bras pendant que la mienne était à 60 km de là, à regarder Chloé faire des pirouettes. À 22 ans, diplômée avec la mention très bien de Sorbonne Université avec un diplôme en biochimie. Chloé avait une visite d'appartement le même après-midi. Nous serons là pour la cérémonie, a promis papa. Ils sont arrivés avec 20 minutes de retard, sont partis immédiatement après que j'ai traversé la Seine. Chloé a trouvé l'endroit parfait, s'est exclamée maman sur le parking pendant que ma toque de diplômée prenait la poussière sur la banquette arrière. À 25 ans, mon premier article de recherche a été publié dans la revue de génie biochimique. J'y avais travaillé pendant 18 mois, survécu à 3 séries d'évaluations par les pairs, et j'ai finalement vu mon nom imprimé dans une publication que de vrais scientifiques lisaient. La même semaine, Chloé a été promue coordinatrice senior dans son entreprise d'événementiel. Devinez quelle réussite a été mentionnée au dîner du dimanche. À 27 ans, jour de la soutenance de thèse de doctorat. 4 ans de recherche, des centaines d'expériences, une thèse qui pourrait changer notre approche de la modification des enzymes dans les applications pharmaceutiques. Mes parents sont venus, se sont assis au dernier rang, et ont passé toute la réception à parler aux autres invités du nouveau client de Chloé, une jeune entreprise de technologie qui allait loin. Et maintenant, à 28 ans, on me demandait de sauter ma cérémonie de remise de prix du Centre national de la recherche scientifique, l'aboutissement de tout ce pourquoi j'avais travaillé parce que Chloé organisait un dîner. Je vais à la cérémonie, ai-je dit à mon père, ma voix ferme malgré le tremblement de terre qui se produisait dans ma poitrine. Avec ou sans vous. Léo, ne sois pas dramatique. On fêtera ton truc plus tard. Mon truc? Une subvention de recherche de 47 500 €, c'est mon truc? Tu sais quoi, papa? Ne t'en fais pas. J'irai seul. Sauf que je ne serai pas seul. Léa, ma petite amie depuis 2 ans, avait déjà demandé un congé pour être là. Elle avait acheté une nouvelle robe, bleu marine avec de petits boutons argentés, et s'était entraînée à prononcer « modification biochimique des enzymes » pour pouvoir se vanter de moi auprès d'inconnus à la réception. « Tu n'es pas obligé de faire ça », a-t-elle dit la veille de la cérémonie, en me regardant repasser ma plus belle chemise avec plus d'agressivité que les plis ne le justifiaient. « Ils ne méritent pas que tu sois là s'ils ne peuvent pas prendre la peine de se montrer pour toi. » Il ne s'agit pas de ce qu'ils méritent, ai-je dit, bien que ma voix se soit légèrement brisée sur les mots. Il s'agit de ce que je mérite. Et je mérite d'avoir ce moment, même si je dois le vivre seul. Le palais des congrès de Paris était magnifique ce vendredi soir-là, tout en sol de marbre illustrant cristal qui projetait des fragments d'arc-en-ciel sur les murs. Des scientifiques de tout le pays se mêlaient dans le hall, leur conversation formant une symphonie de jargon technique et de rires nerveux. J'ai repéré d'autres lauréats à leurs expressions légèrement abasourdies et à la façon dont ils vérifiaient constamment leur téléphone pour des messages de membres de leur famille qui étaient vraisemblablement en route. Mon téléphone est resté silencieux. Léa m'a serré la main alors que nous trouvions nos places dans l'auditorium. « Tu es beau », a-t-elle murmuré, en redressant ma cravate même si elle était déjà parfaite. « Et brillant. Et je suis si fier de toi que je pourrais exploser. » Je lui ai souri,
à cette femme qui comprenait l'importance de l'évaluation par les pairs et des demandes de subventions, qui célébrait mes petites victoires comme si c'était des prix Nobel. Merci d'être là. Je ne manquerai ça pour rien au monde. La cérémonie a commencé par un discours d'ouverture de la directrice du CNRS, une femme dont je lisais les recherches depuis mes études supérieures. Elle a parlé de l'avenir de la science française, des jeunes chercheurs qui résoudraient les problèmes de demain, de l'importance de soutenir l'innovation et la découverte. Quand ils ont appelé mon nom, j'ai traversé cette scène avec les acclamations de Léa résonnant derrière moi, acceptant une plaque et un chèque qui représentaient 2 ans de liberté financière pour poursuivre le travail que j'aimais. Le photographe m'a immortalisé seul au podium, souriant et tenant mon prix, ayant l'air de quelqu'un dont la famille avait mieux à faire. À 60 km de là, au Trastevere, mes parents portaient un toast aux fiançailles de Chloé avec un homme qui lui avait acheté une bague avec ma carte de crédit volée. Mais cette partie de l'histoire, je ne l'apprendrai qu'une semaine plus tard. 7 jours après ma cérémonie de remise de prix, j'étais dans mon laboratoire à analyser des séquences de protéines quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Est-ce bien Léo Dubois? La voix était professionnelle, plus âgée, avec un léger accent lyonnais. Oui, c'est moi. Monsieur Dubois, ici Jacques Martin des services d'expertise Joaillier Martin. Je dois discuter d'une bague qui a été achetée avec votre carte de crédit. J'ai arrêté de taper. Je suis désolé, quoi? Je n'ai acheté aucune bague. Selon le certificat d'authenticité que j'ai ici, si. Pour une certaine Chloé Dubois. Votre sœur, je crois. Mon estomac s'est noué. Quel certificat, monsieur? Je vous appelle parce qu'une divergence significative a été découverte lors de mon expertise. La bague que j'ai examinée hier, une prétendue bague de fiançailles en diamant de 2 carats, est en réalité en oxyde de zirconium et vaut environ 380 €, et non les 17 000 € que votre sœur a prétendu. Je me suis assis lourdement sur ma chaise de bureau. 17 000 €? De quoi parlez-vous? Le certificat indique un achat effectué il y a 3 mois chez la bijouterie L'Éclat d'Or pour 460 €. Le mode de paiement indiqué est une carte Visa se terminant par 4892, enregistrée au nom de Léo Michel Dubois à votre adresse. Mon sang s'est glacé. Il y a 3 mois la carte de crédit qui avait été volée dans mon sac de sport, celle que j'avais déclarée perdue mais jamais retrouvée. Monsieur Martin, j'ai signalé le vol de cette carte de crédit il y a 3 mois. J'ai déposé une plainte à la police et tout. Il y eut une pause. Je vois. Eh bien, cela expliquerait pas mal de choses. Dois-je informer ma cliente de cette situation? Qui vous a engagé? Catherine Chevalier. La mère d'Antoine Chevalier. Elle voulait faire expertiser la bague pour les assurances avant qu'il n'annonce publiquement les fiançailles. La mère d'Antoine. Celle qui avait semblé sceptique au dîner de fiançailles quand Chloé exhibait cette bague comme si c'était les joyaux de la couronne. Monsieur Martin, j'ai besoin de voir ce certificat. Et je pense que Madame Chevalier doit savoir exactement à quoi elle a affaire. Je vous enverrai une copie par courriel immédiatement. Et Monsieur Dubois, je suis tenu de signaler toute suspicion de fraude aux autorités, étant donné ce que vous m'avez dit sur la carte volée. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon laboratoire vide, les néons bourdonnant au-dessus de ma tête, essayant de digérer ce que je venais d'apprendre. Ma sœur avait utilisé ma carte de crédit volée pour acheter une fausse bague en diamant, puis avait convaincu son fiancé qu'il avait dépensé 17 000 € pour cela, tout ça pendant que ma famille ratait le moment décisif de ma carrière pour célébrer ses fiançailles frauduleuses. Le courriel de Jacques Martin est arrivé en quelques minutes. J'ai ouvert la pièce jointe, et il était là, un certificat d'authenticité qui avait l'air assez officiel pour tromper la plupart des gens. Diamant, taille brillant, 2,1 carats. Pureté versus 1. Couleur H acheté chez la bijouterie L'Éclat d'Or le 15 mars pour 46 000 €. Mode de paiement, carte Visa se terminant par 4892. Ma carte. Celle volée dans mon sac de sport pendant que j'étais sous la douche après ma course du soir. Je l'avais cherchée partout, appelé la banque, déposé une plainte. Le service de lutte contre la fraude m'avait dit de surveiller mes relevés pour toute activité suspecte, mais après un mois sans rien, j'avais supposé que celui qui l'avait prise l'avait simplement jetée. J'ai consulté mes anciens relevés de carte de crédit de cette période. C'était là, 15 mars, bijouterie L'Éclat d'Or, 460 €.
Je l'avais signalé comme frauduleux quand je l'avais remarqué, ainsi que 2 autres petits frais. La banque les avait annulés et avait fermé le compte. Affaire classée, avais-je pensé. Mais elle n'était pas classée. Elle ne faisait que commencer. J'ai appelé le numéro que Jacques m'avait donné pour Catherine Chevalier. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Madame Chevalier, ici Léo Dubois, le frère de Chloé. Oh, Léo, quel plaisir de vous entendre. Antoine parle si souvent de vous en bien. Félicitations pour votre prix, d'ailleurs. J'ai vu les photos en ligne. Une si belle réussite. Au moins quelqu'un dans tout ce gâchis l'avait reconnu. Merci, Madame Chevalier. Je vous appelle au sujet de l'expertise de la bague que vous avez commandée. Son ton a changé. Oui, Monsieur Martin m'a appelé ce matin. Je dois dire que je suis assez troublé par ce qu'il a trouvé. Est-ce vrai? Cette bague est fausse? Selon l'expert, oui. De l'oxyde de zirconium, pas un diamant. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Le certificat montre qu'elle a été achetée avec ma carte de crédit. Une carte qui m'a été volée il y a 3 mois. Silence. Puis, votre carte de crédit volée? Oui, madame. J'ai déposé une plainte à la police quand elle a été prise. L'achat a été fait sans ma connaissance ni mon consentement. Mais Antoine a payé 17 000 € pour cette bague. Il m'a montré son relevé bancaire. Madame Chevalier, avez-vous vu le reçu original du bijoutier? Eh bien, non. Chloé a dit qu'elle l'avait dans son appartement. Elle devait l'apporter pour les papiers de l'assurance, mais elle n'arrêtait pas de dire qu'elle l'avait oublié. Bien sûr, qu'elle l'avait fait. Parce qu'il n'y avait pas de reçu de 17 000 €. Il n'y avait qu'un débit de 460 € sur ma carte de crédit volée et un certificat falsifié. Madame Chevalier, je pense que vous devriez demander à voir ce reçu. Et je pense qu'Antoine doit savoir ce qui s'est vraiment passé. Ce soir-là, j'étais à l'appartement de Léa, nous essayions tous les deux de comprendre la situation en mangeant chinois quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais l'indicatif régional était local. Léo, c'est Antoine. Antoine Chevalier. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur pour que Léa puisse entendre. Salut, Antoine. Je suppose que ta mère t'a parlé. Elle l'a fait. Sa voix était tendue, une colère contenue à peine maîtrisée. Léo, s'il te plaît, dis-moi que c'est une sorte d'erreur. J'aimerais pouvoir le faire, mais l'expert ne ment pas, et les relevés de carte de crédit non plus. J'ai confronté Chloé il y a 1 heure. Je lui ai demandé de me montrer le reçu du bijoutier. Tu sais ce qu'elle a dit? J'ai attendu. Elle a dit qu'il était dans son appartement et qu'elle l'apporterait demain. Puis, quand j'ai insisté, elle a dit qu'il était peut-être dans sa voiture. Puis qu'elle l'avait peut-être laissé au travail. 3 histoires différentes en 5 minutes. Léa et moi avons échangé un regard. Les mensonges s'effondraient. Antoine, je suis désolé. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais entendre. Léo, j'ai payé 17 000 € pour cette bague. J'ai montré à Chloé mon relevé bancaire quand je l'ai demandé en mariage. Je voulais qu'elle sache à quel point j'étais sérieux à son sujet, à quel point j'étais prêt à investir dans notre avenir. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit qu'elle était honorée par un geste si généreux. La douleur dans sa voix était à vif. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de confiance, d'avoir été pris pour un imbécile par quelqu'un qui l'aimait. Qu'a-t-elle dit quand tu lui as dit que la bague était fausse? Elle s'est mise sur la défensive. A dit que l'expert devait se tromper, que peut-être il y avait 2 bagues et qu'on les avait confondues. Quand j'ai mentionné ta carte de crédit, elle est devenue blême. Complètement blême. Puis elle s'est mise à pleurer en disant qu'elle ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Et tu l'as cru? Une longue pause. Je voulais la croire. Mon Dieu, Léo, je voulais tellement la croire. Mais ensuite, j'ai commencé à penser à d'autres choses. Des petites choses qui n'avaient pas de sens. Comme quoi? Comme le fait qu'elle avait toujours de l'argent liquide quand on sortait, mais qu'elle prétendait avoir des difficultés financières. Comme le fait qu'elle avait des sacs de créateurs mais disait que c'était des contrefaçons. Comme le fait qu'elle savait exactement à quelle bijouterie aller pour l'expertise. Comme si elle y avait déjà été. Léa secouait la tête, son expression un mélange de sympathie et de dégoût.
Elle n'avait jamais aimé Chloé, avait toujours dit qu'il y avait quelque chose de louche chez elle. Mais même Léa n'aurait pas pu prédire cela. Antoine, il y a autre chose. Je vais appeler la détective qui s'est occupée de mon affaire de carte de crédit volée. Il ne s'agit plus seulement d'une fausse bague. C'est de la fraude. Fais ce que tu dois faire, Léo. J'ai besoin de savoir la vérité, quelle qu'elle soit. Après qu'Antoine a raccroché, Léa et moi sommes restés assis en silence pendant un moment, picorant notre Hellomane froid. Ta famille a raté ta cérémonie de remise de prix de 47 500 €, a finalement dit Léa, pour célébrer des fiançailles avec une bague de 17 000 € qui a en fait été achetée pour 380 € avec ta carte de crédit volée. Ça résume assez bien la situation. Léo, c'est de la folie. Même pour l'adoration habituelle de ta famille pour Chloé, c'est complètement fou. J'ai pensé à toutes ces fois, en grandissant, où des choses disparaissaient de notre maison. Les bijoux de maman qu'elle jurait avoir mis dans sa boîte à bijoux mais qu'elle ne retrouvait jamais. La montre chère de papa qui avait disparu pendant un barbecue familial. Ma PlayStation qui s'était volatilisée de ma chambre quand j'avais 17 ans. Maman et papa avaient supposé que je l'avais perdue, que j'avais été négligent. Et si rien de tout cela n'avait été perdu? Et si tout avait été volé par la même personne? Léa, je dois appeler la détective Lambert, celle qui a pris mon rapport de vol de carte de crédit. Il est 21 h, Léo. Alors j'appellerai à la première heure demain matin. Mais ça s'arrête maintenant. Quel que soit le jeu auquel Chloé a joué, quoi qu'elle ait fait dans notre dos, ça s'arrête maintenant. En prononçant ces mots, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pendant 28 ans, j'avais été le responsable, celui qui ne faisait pas de vagues, qui comprenait que Chloé avait besoin de plus d'attention, plus de soutien, plus de tout. J'avais accepté d'être à la deuxième place si souvent que j'avais oublié ce que c'était que d'exiger mieux. Mais il ne s'agissait plus de rivalité fraternelle. Il s'agissait d'un crime. Et je n'allais pas la protéger des conséquences. L'appel de la détective est arrivé à 7 h du matin, 3 jours après qu'Antoine a confronté Chloé au sujet de la bague. J'étais à peine réveillé, ma tasse de café à mi-chemin de mes lèvres, quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Léo Dubois. La voix était nette, professionnelle. C'est moi. Détective Élise Lambert, police nationale. Nous devons discuter de votre affaire de fraude à la carte de crédit d'il y a 3 mois. Nouveau développement. J'ai posé mon café, soudainement bien réveillé. Quel genre de développement? Votre sœur a utilisé cette carte volée pour acheter de faux documents de joaillerie. Nous avons des motifs raisonnables pour un mandat de perquisition. Je voulais vous prévenir avant de l'exécuter. Mon estomac s'est noué. Vous allez perquisitionner l'appartement de Chloé? Cet après-midi. L'expert en joaillerie nous a contactés après avoir parlé avec vous. La fraude à la carte de crédit est un crime grave, monsieur Dubois, surtout quand elle implique des documents falsifiés et une usurpation d'identité. Je me suis effondré sur ma chaise de cuisine, fixant la lumière du matin qui filtrait par ma fenêtre. Une partie de moi se sentait vengée. Enfin, quelqu'un prenait cela au sérieux. Mais une autre partie se sentait mal. C'était ma sœur compliquée, en quête d'attention mais toujours de la famille. Avez-vous besoin de quelque chose de ma part? Ai-je demandé. Soyez simplement disponible pour des questions. Nous pourrions avoir besoin de vous pour identifier des objets retrouvés. Après qu'elle a raccroché, j'ai appelé Léa. Elle a répondu à la première sonnerie. Il perquisitionne chez Chloé aujourd'hui, ai-je dit sans préambule. Mon Dieu. Est-ce que ça va? Je ne sais pas. Je veux dire, elle m'a volé. Elle nous a tous volés, apparemment. Mais c'est quand même. J'ai laissé ma phrase en suspens. Toujours ta sœur, a terminé doucement Léa. On peut être en colère contre quelqu'un et ne pas vouloir qu'il aille en prison. Cet après-midi-là, la détective Lambert a rappelé. Sa voix était différente cette fois plus lourde, plus sérieuse. Monsieur Dubois, nous avons besoin que vous veniez au poste. Nous avons trouvé pas mal de choses. Le poste de police sentait le désinfectant industriel et le café brûlé. La détective Lambert m'a conduit dans une petite pièce où des sacs de preuves couvraient une table pliante. Mon souffle s'est coupé. Il y avait le collier de perles de maman, celui pour lequel elle avait pleuré il y a 2 ans, convaincue que quelqu'un était entré par effraction pendant qu'ils étaient à l'église. La Rolex de papa,
celle qu'il prétendait avoir été volée dans son casier de gym. Mon ordinateur portable, le MacBook Pro pour lequel j'avais économisé pendant des mois, disparu d'un café où je l'avais stupidement laissé pendant 5 minutes. Votre ordinateur portable a été signalé volé il y a 8 mois, a dit la détective Lambert, en consultant ses notes. Café sur la rue de Rivoli? Oui, ma voix est sortie rauque. Je me suis senti si stupide. Je pensais avoir appris une leçon sur la surveillance de mes affaires. Des AirPods aussi à vous? Elle a montré un autre sac. J'ai hoché la tête, reconnaissant la gravure personnalisée que j'avais fait faire, LD 2022 sur le boîtier. Et ça? Elle a désigné une plus grande collection de bijoux, d'appareils électroniques et de petits objets de valeur que je ne reconnaissais pas à moi. Mais, je les ai étudiés de plus près, ce bracelet ressemble à quelque chose que l'amie de ma mère, Sophie, a mentionné avoir perdu à un dîner. Et cette montre? Je crois l'avoir déjà vue. La détective Lambert a pris des notes. Nous contactons d'autres victimes potentielles. Votre sœur avait une sacrée collection cachée dans le placard de sa chambre, derrière un faux mur qu'elle avait construit. L'ampleur de la chose était stupéfiante. Pas seulement des objets familiaux, mais des choses volées à des amis, des collègues, des connaissances. Un schéma systématique de vol s'étendant sur des années. Il y a plus, a continué la détective Lambert. Nous avons trouvé 15 cartes de crédit différentes, découpées après utilisation. Différents noms. Nous les vérifions dans notre base de données maintenant. J'ai eu la nausée. 15. Votre sœur semble souffrir d'un trouble de vol compulsif, mais cela n'excuse pas son comportement criminel. La valeur totale des objets retrouvés dépasse 38 000 €. 38 000 €. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing. Ce soir-là, mes parents ont convoqué une réunion de famille d'urgence. Ils étaient assis dans leur salon, l'air abasourdi, comme des survivants d'une catastrophe naturelle. Les yeux de maman étaient rouges et gonflés. Papa se frottait constamment les tempes. La détective nous a appelés, a dit maman quand je suis arrivé. Ils nous ont tout montré. Ma montre, a dit papa doucement. J'ai accusé le personnel de la salle de sport, j'ai déposé une plainte, j'ai fait virer un homme parce que j'étais certain qu'il l'avait volé. Maman s'est couvert le visage de ses mains. Le bracelet de Madame Bernard. Elle était à notre fête de Noël. Je l'ai aidée à le chercher, j'ai retourné la maison. Elle pense probablement que nous l'avons volé. Je me suis assis en face d'eux, me sentant étrangement détaché. Où est Chloé? Au cabinet de l'avocat, a dit papa. Elle a tout avoué. Nous sommes restés assis en silence un long moment, le poids des années de reproches mal dirigés, de fausses accusations et de disputes familiales sur des objets, perdus, s'installant sur nous comme de la poussière. La détective a dit que c'est de la kleptomanie, a finalement dit maman. Une maladie mentale. Elle ne peut pas s'en empêcher. J'ai senti une bouffée de colère. Elle pouvait s'empêcher d'utiliser ma carte de crédit volée pour acheter de faux bijoux pour ses fausses fiançailles. Léo, a commencé papa. Non. Je me suis levé, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre. La maladie mentale explique le comportement. Elle ne l'excuse pas. Elle a fait des choix. Elle t'a regardé blâmer le personnel de la salle de sport, papa. Elle t'a regardé accuser la famille de Madame Bernard, maman. Elle m'a laissé penser que j'étais négligent avec mon ordinateur portable. Elle est malade, a dit maman faiblement. Beaucoup de gens le sont. La plupart ne volent pas leur famille pendant des années. Je me suis retourné pour leur faire face. Et vous voulez savoir ce qui est vraiment malsain? Elle a utilisé ma carte volée pour acheter une fausse bague afin de faire croire que son fiancé avait dépensé 17 000 € pour elle. Elle a bâti toutes ses fiançailles sur la fraude. Papa est resté silencieux un long moment. Puis, nous avons manqué ta cérémonie de remise de prix pour ce dîner. Oui, c'est vrai. Pour la célébration d'une fausse bague achetée avec votre argent volé, ai-je dit. Ouais, a répondu papa, la voix lourde. Maman s'est remise à pleurer. Comment n'avons-nous pas vu? Comment n'avons-nous pas su? Je me suis rassis, soudainement épuisé. Parce que vous ne l'avez jamais regardé de manière critique. Chloé a toujours été la princesse, vous vous souvenez? Celle qui avait besoin d'être protégée, d'être célébrée, d'attirer l'attention. Même quand des choses disparaissaient, même quand les histoires ne tenaient pas la route, vous trouviez des moyens de l'excuser.
Ce n'est pas juste, a dit papa, mais sa voix manquait de conviction. Ah non? Quand est-ce que vous avez remis en question quoi que ce soit que Chloé ait fait pour la dernière fois? Quand est-ce que vous l'avez tenu responsable de quoi que ce soit pour la dernière fois? Il ne pouvait pas répondre. 2 jours plus tard, Antoine m'a appelé. Sa voix était creuse, vaincue. Elle a menti sur tout, a-t-il dit. La bague n'était que le début. Que veux-tu dire? J'ai commencé à regarder en arrière, à remettre les choses en question. Tu te souviens comment elle avait toujours des choses chères mais travaillait à temps partiel comme organisatrice d'événements? Des sacs de créateurs, de beaux bijoux, payant toujours l'addition au restaurant. Oui. Elle m'a dit qu'elle avait un fonds en fiducie de sa grand-mère. C'est pour ça qu'elle pouvait s'offrir de belles choses. J'ai presque ri. Nous n'avons pas de grand-mère riche, Antoine. Nos 2 grand-mères sont mortes il y a des années. L'une était institutrice. L'autre travaillait dans une épicerie. Mon Dieu, il est resté silencieux un moment. Ma mère savait que quelque chose n'allait pas. Elle n'arrêtait pas de dire que la bague avait l'air trop tape à accent grave-l'œil, trop parfaite. Elle disait que les vrais diamants ont des défauts qu'on peut voir si on sait quoi chercher. Ta mère a l'air intelligente. Elle veut rencontrer ta famille pour discuter. Je ne sais pas de la situation. La réunion a eu lieu chez mes parents le dimanche suivant. Les parents d'Antoine, Catherine et Philippe, étaient assis raidement sur notre canapé pendant que mes parents avaient l'air de vouloir disparaître dans le sol. Catherine était élégante, posée, mais je pouvais voir la colère couver sous son extérieur poli. Nous devons discuter des implications financières, a-t-elle dit sans préambule. Bien sûr, a dit papa rapidement. Tout ce que Chloé doit. Il ne s'agit pas d'argent, l'a coupé Catherine. Il s'agit de confiance, de respect. Votre fille a rendu mon fils complice d'une fraude. Philippe s'est penché en avant. Antoine a payé 17 000 € pour ce qu'il croyait être une bague en diamant. Il a des reçus, des relevés bancaires. Mais la bague a été achetée pour 380 € avec une carte de crédit volée. Où sont passés les 17 000 €, ai-je demandé. Antoine a bougé, mal à l'aise. Elle a dit qu'elle s'occuperait de l'achat, qu'elle avait des contacts dans l'industrie de la joaillerie, qu'elle pourrait obtenir un meilleur prix. Je lui ai viré l'argent sur son compte. Le silence a rempli la pièce. Donc, elle a volé les informations de ma carte de crédit pour acheter une fausse bague, dis-je lentement, puis t'as pris 17 000 € pour une bague qui coûtait 380 €. Apparemment. Le sang-froid de Catherine a finalement craqué. Elle a volé son propre frère pour escroquer mon fils lors d'un dîner de fiançailles que nous avons aidé à payer pendant que sa famille ratait sa cérémonie de remise de prix. Maman a émis un petit son, comme si elle avait reçu un coup de poing. Nous ne portons pas plainte, a dit Philippe. Mais nous ne voulons plus rien avoir à faire avec votre famille. Jamais. Après leur départ, la maison semblait étrangement silencieuse. Mes parents étaient assis, sous le choc, l'ampleur de la tromperie de Chloé les frappant enfin de plein fouet. Elle a pris 17 000 € à Antoine, a murmuré maman. En plus de tout le reste, ai-je ajouté. Papa a levé les yeux vers moi. Ta cérémonie de remise de prix. Nous l'avons manqué pour ça. Pour tout ça. J'ai hoché la tête. Oui, c'est vrai. Peux-tu nous pardonner, a demandé maman. J'ai sérieusement réfléchi à la question. Je ne sais pas encore. Il ne s'agit pas seulement d'une cérémonie manquée. Il s'agit de 28 ans à faire passer Chloé en premier, à lui trouver des excuses, à ne pas voir ce qui était juste sous vos yeux. Nous ferons mieux, a promis papa. On verra, ai-je répondu. 18 mois après la cérémonie à laquelle j'ai assisté seul, j'étais enfin en paix avec le fait d'être seul. Pas solitaire, seul. Il y a une différence que la plupart des gens ne comprennent pas avant d'être assis dans un auditorium vide à accepter une subvention de recherche de 47 500 € pendant que leur famille célèbre un faux dîner de fiançailles à l'autre bout de la ville. Mon laboratoire était devenu mon sanctuaire. Le bourdonnement des centrifugeuses, les mesures précises, les réactions prévisibles, tout ce que ma famille n'était pas allée à me trouver là la plupart des soirs, penchée sur des microscopes ou tapant des demandes de subventions. Elle avait appris à apporter du café et à s'asseoir en silence jusqu'à ce que je sois prêt à refaire surface de l'énigme moléculaire qui m'absorbait. Ta mère a encore appelé, a dit Léa, en s'installant sur la chaise à côté de mon bureau. Elle tenait 2 tasses fumantes, le bon café du centre-ville, pas le jus de chaussette de la machine du département.
Je n'ai pas levé les yeux de mon écran d'ordinateur. On en est à combien maintenant? 12 appels ce mois-ci? 14. Elle veut parler de Chloé. Mes doigts se sont arrêtés sur le clavier. Chloé. Le nom déclenchait encore quelque chose entre la colère et l'épuisement, comme entendre des ongles sur un tableau noir. Plus douloureux, juste irritant. Laisse-moi deviner. Une autre étape importante. 6 mois s'envoler. 1 an s'envoler. 18 mois s'envoler. J'ai finalement regardé Léa. C'est comme s'il la félicitait de ne pas commettre de crime. Devrais-je fêter le fait de ne pas détourner de fonds de l'université? Le rire de Léa était doux mais triste. Elle te rembourse, cependant. Les 95 € sont arrivés la semaine dernière. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti une petite enveloppe. À l'intérieur, 24 billets de banque soigneusement comptés. 24 mois de paiement. 24 rappels de ce que ma sœur m'avait pris. 2280 €, dis-je en éventaillant les billets. Plus que de nombreux paiements. À ce rythme, elle aura fini de me rembourser juste pour mon 30e anniversaire. Quel cadeau. Léo. La voix de Léa avait ce ton, celui qui signifiait qu'elle était sur le point de dire quelque chose que je ne voulais pas entendre. Ne le fais pas, j'ai remis l'argent dans l'enveloppe. Ne me dis pas que je devrais lui pardonner. Ne me dis pas qu'elle est malade. Ne me dis pas que la famille, c'est la famille. Je n'allais rien dire de tout ça. J'ai étudié le visage de Léa. Après 2 ans ensemble, je pouvais lire ses expressions comme des données scientifiques. Ce n'était pas sa douce résistance habituelle à propos de ma situation familiale. C'était autre chose. Qu'est-ce que tu allais dire? Que la docteure Fournier a appelé. La psychiatre de Chloé. Elle veut te rencontrer. L'enveloppe m'a glissé des doigts. Elle quoi? C'est complètement inapproprié. Le secret professionnel médecin-patient. Chloé a signé une autorisation. Elle veut que son médecin explique la kleptomanie à la famille, pour vous aider à comprendre. Comprendre quoi? Qu'elle nous vole depuis des années? Qu'elle a utilisé ma carte de crédit pour acheter une fausse bague de fiançailles? Qu'elle m'a coûté le seul moment où je voulais que ma famille soit témoin? Ma voix montait, résonnant sur les murs carrelés du laboratoire. Léa a tendu la main sur le bureau et a touché la mienne. Comprendre qu'elle est malade. Vraiment malade. Pas seulement malade au sens de faire de mauvais choix, mais malade au niveau de la chimie du cerveau. J'ai retiré ma main et me suis levé, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Dehors, des étudiants traversaient le campus sous la lumière dorée de l'après-midi. Des gens normaux menant des vies normales avec des familles normales qui se présentaient probablement à leur cérémonie de remise de prix. Tu sais ce que je comprends, Léa? Je comprends que la maladie mentale explique le comportement, mais ne l'excuse pas. Je comprends que Chloé a passé 28 ans à être le centre de l'attention pendant que je travaillais 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. Je comprends qu'elle a volé mon moment et mon argent et le respect de ma famille, et maintenant tout le monde veut que je la plaigne parce qu'elle a un diagnostic. Et si elle avait vraiment changé? Je me suis retourné vers Léa. Alors elle le prouvera. Pas avec des séances de thérapie et des rendez-vous chez le médecin et des conférences familiales. Avec le temps, avec la constance, en se montrant non pas pour s'expliquer, mais pour soutenir quelqu'un d'autre. Léa est restée silencieuse un long moment, sirotant son café. Finalement, elle a demandé, à quoi cela ressemblerait-il? Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Sur l'écran, il y avait un courriel que je rédigeais depuis 3 jours. L'objet était, invitation à la 2e cérémonie annuelle du prix d'excellence pour jeunes chercheurs. Ah ça, ai-je dit, en tournant l'écran vers Léa. La fondation m'a invité à présenter le prix de cette année aux nouveaux lauréats. Ils veulent que je fasse un discours sur la manière de surmonter les obstacles dans la recherche. Léa a lu le courriel, puis m'a regardé avec compréhension. Tu penses à les inviter? Je pense à inviter mes parents. Pas Chloé, juste maman et papa. Pour voir s'ils peuvent se montrer pour soutenir la réussite de quelqu'un d'autre sans que ça tourne autour d'eux. Et s'ils ne le peuvent pas, alors je saurai où nous en sommes. S'ils ne peuvent pas s'asseoir tranquillement pendant 30 minutes pendant que j'honore le travail d'un autre chercheur, alors ils n'ont pas vraiment changé. Ils sont juste devenus meilleurs pour se sentir coupables. Léa a hoché la tête lentement. C'est un test. C'est une limite.
Il y a une différence. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère, s'il te plaît, appelle. Nous devons parler de Chloé. Elle fait de vrais progrès. J'ai montré le message à Léa. Elle a haussé un sourcil. Le même refrain chaque mois, ai-je dit. La même réponse chaque mois. J'ai supprimé le texto sans répondre. Mais quelque chose me tracassait alors que j'essayais de retourner au travail. Peut-être que c'était la question de Léa sur ce à quoi ressemblerait le changement. Ou peut-être que c'était la date de la cérémonie qui approchait. Mais je me suis surpris à penser à la dernière fois où j'avais vu Chloé. C'était au palais de justice il y a 8 mois, pour son dernier contrôle de probation. J'étais là pour déposer des papiers pour un litige de subvention de recherche sans aucun rapport quand je l'ai aperçue dans le couloir. Elle avait l'air différente, plus petite en quelque sorte. Ses cheveux étaient plus courts, ses vêtements plus conservateurs. Elle était assise seule sur un banc, fixant ses mains. Elle m'avait vu avant que je puisse décider de l'approcher ou de partir. Pendant un instant, aucun de nous n'a bougé. Puis elle avait levé la main pour un petit signe. Pas le geste théâtral de la sœur avec laquelle j'avais grandi, mais quelque chose d'hésitant, presque d'excusé. J'avais hoché la tête en retour. C'était tout. Mais quelque chose dans son expression m'était resté. Elle avait l'air sincèrement désolée. Pas désolée d'avoir été prise. Pas désolée pour les conséquences, mais désolée pour le mal qu'elle avait causé. Léa, dis-je soudainement. De quoi la docteure Fournier voulait-elle vraiment discuter? Elle a dit qu'elle travaillait avec Chloé depuis plus d'1 an maintenant et que Chloé posait des questions sur toi. Pas pour forcer le contact, juste pour demander comment tu vas, si tu es heureux, si tu es toujours en colère. Et qu'as-tu dit à ma mère? Que tu vas bien, mais que la guérison prend du temps. Que tu dois contrôler le rythme de toute réconciliation. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, réfléchissant. La vérité était que j'avais pensé à Chloé récemment, pas avec colère, ce qui m'avait surpris. La rage qui m'avait soutenu pendant la première année après l'incident de la carte de crédit s'était progressivement estompée pour devenir quelque chose qui ressemblait plus à de la déception. Et dernièrement, même cela devenait de l'indifférence. Organise la réunion, dis-je finalement. Léa cligna des yeux. Avec la docteure Fournier. Avec la docteure Fournier. Mais pas avec Chloé. Pas encore. Je veux comprendre à quoi nous avons affaire avant de décider quoi que ce soit d'autre. Léa sourit, le premier vrai sourire qu'elle m'ait offert de toute la journée. Je pense que c'est très mature, Léo. Ne t'emballe pas, comprendre sa maladie ne signifie pas que je suis prêt à lui faire de nouveau confiance. Ça signifie juste que je suis fatigué d'être en colère contre quelque chose que je ne peux pas contrôler. Je me suis retourné vers mon ordinateur et j'ai commencé à taper une réponse à l'invitation de la fondation. Oui, je présenterai le prix. Oui, je ferai un discours sur la manière de surmonter les obstacles. Et oui, j'inviterai mes parents, avec des attentes très claires sur leur comportement. Mais d'abord, je devais comprendre ce qui avait si gravement brisé ma sœur qu'elle avait volé tout le monde qu'elle prétendait aimer. Non pas pour lui pardonner, mais pour enfin clore ce chapitre de ma vie avec quelque chose de plus que du ressentiment. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres du laboratoire, projetant de longues ombres sur mon bureau. Dans quelques heures, Léa et moi rentrerions dans notre appartement tranquille, commanderions à emporter et regarderions quelque chose de stupide à la télévision. Une vie simple, paisible, construite sans drame, ni vol, ni fausse célébration. Demain, j'appellerai la docteure Fournier et je fixerai ce rendez-vous. J'écouterai les explications, la terminologie médicale et les plans de traitement. J'essaierai de comprendre la différence entre le choix et la compulsion, entre la responsabilité et la compassion. Mais ce soir, j'étais content de m'asseoir dans mon laboratoire avec mes recherches, ma petite amie et ma tranquillité d'esprit durement gagnée, sachant que certaines histoires ne se terminent pas par des réconciliations spectaculaires ou des scènes de pardon larmoyantes. Parfois, elles se terminent par des limites, de la compréhension et la satisfaction tranquille d'une vie reconstruite selon ses propres termes.